Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bon, Scipion l'Asiatique n'est pas un extrêmement bon général, mais son frère est derrière et puis il le pousse un peu au combat, lui inspire des tactiques, il a choisi ses officiers, il accompagne, il n'a aucun rôle officiel, mais il est présent. Donc il est légat, c'est-à-dire envoyé du consul pour combattre avec ses troupes. D'accord. C'est une victoire donc, qui se déroule. Et Scipion s'est enrichi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, il a touché de l'argent d'Antiochos. Une somme assez conséquente pour négocier une paix plutôt aimable, vous voyez. Alors, s'agissait-il de corruption ou pas? Il est accusé de corruption par la suite, il doit montrer ses comptes de campagne, sauf que à ce moment-là, il n'y avait rien du point de vue légal qui mentionnait une limitation de l'enrichissement de ce point de vue-là. La catégorie de corruption n'existait pas tout à fait, donc on est vraiment à la limite de la légalité. Maintenant, il faut savoir que Scipion l'Africain, qui est pourtant le héros de Rome, a transgressé toutes les règles de Rome. Donc, il est fort possible qu'il ait accepté cette règle en sachant que c'était, cet argent, en sachant que c'était illégal. Donc, procès. Le procès se déroule. Il a des complices, évidemment, parmi les jurés, parmi les magistrats, et qui organise. Enfin, le prêteur, c'est celui qui dirige le tribunal, a choisi le jour de Zama pour convoquer le tribunal. Alors Scipion se présente non pas avec une tenue humble et modeste de deuil en faisant pénitence, non, bien au contraire, il vient avec une tenue aristocratique exubérante, tous les symboles du triomphe, et puis il explique qu'il n'a pas de compte à rendre en fait, et qu'en plus aujourd'hui on est le jour de la bataille de Zama, une foule de gens l'accompagne, il dit allons plutôt faire un tour des temples et prier les dieux pour remercier les dieux de la victoire sur Hannibal, qui a eu lieu bien, bien plus tôt. Et il quitte Rome. Là-dessus. C'est son dernier coup d'éclat. Il quitte Rome de manière provocante et il va se replier sur ses terres à Literne, dans le sud de l'Italie, et cultiver ses oliviers. Comme Cincinnatus. C'est exactement ça. Et il meurt. Alors il meurt, oui. Alors avec une inscription fameuse, il fera inscrire sur sa tombe, il refuse que sa tombe se trouve à Rome. Hein, donc le grand tombeau des Scipions, qui est l'un des plus remarquables en fait à Rome, donc dans les environs sud de Rome, sur la Via Appia. Dans ce tombeau ne se trouve pas Scipion. Alors son buste y était présent, mais pas son tombeau. Pas son tombeau est à Literne et il fait marquer sur ce tombeau « Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os ». C'est ça. Ah, comme quoi, il y a quelque chose. Hein. Alors, Sénèque décrit la maison de Scipion et la salle de bain qui est toute petite, étroite. Et puis, il s'étonne qu'un si grand homme se retrouve dans une demeure aussi modeste. Alors, modeste, il faut quand même voir les dimensions. C'est pas un logement parisien aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était tout de même une demeure modeste pour un grand aristocrate qui a sauvé Rome. Son héritage dans l'histoire romaine, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, c'est sans lui... Si Hannibal avait gagné, évidemment, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, toute notre histoire. Mais son héritage à lui, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il est resté quelque chose? Est-ce que l'entraînement de l'armée romaine s'est poursuivi? Est-ce que la grande armée telle qu'on la connaît, on la lui doit? Alors, on la lui doit en grande partie. Vous savez, c'était François Cadieux qui avait montré en fait que la réforme de Marius, vous savez, à la fin du IIe siècle, était tout de même, avait été un peu surévaluée. Hein, donc cette armée prolétaire n'était pas tout à fait, elle était sans doute présente même avant. Donc du temps de Scipion, on retrouve déjà cette prolétarisation partielle. Et d'autre part, l'héritage est doublement politique, c'est-à-dire qu'en fait, au sein même de sa famille, Scipion Émilien, son petit-fils par adoption, va représenter le clan des conservateurs, le camp des futurs optimates, vous savez, qui vont s'affronter à la fin de la République. Et de l'autre côté, ses petits-fils s'appelleront Tiberius et Sempronius Gracchus, c'est-à-dire les deux révolutionnaires qui mettent le feu à la République. Donc ils ont été éduqués par sa fille. Alors Scipion a eu plusieurs enfants. Alors ces deux garçons n'étaient pas franchement des lumières, hein, si on suit les sources. Hein. Mais par contre, sa fille, Cornelia Africana, c'était la mère des Gracques, éduquée par Scipion lui-même. Et c'est elle qui éduque ses fils, qui leur trouve des philosophes et des rhéteurs grecs pour les former. Donc Plotius de Cume, un philosophe révolutionnaire en fait, qui va leur enseigner cette idée de révolution. Et ça se poursuit au 1er siècle. C'est-à-dire que Scipion a ouvert la voie à César, à Marius, à Sylla, à Pompée. C'est-à-dire qu'il a montré qu'un homme pouvait se dresser contre la République, éventuellement, et s'illustrer par la guerre. Alors Scipion ne l'a pas fait, il n'a jamais voulu être roi. Mais en tout cas, c'était un précédent que connaissait bien César. Ils connaissaient bien leur histoire, ces gens. Ouais, ça, c'est clair. Pour le coup, encore une fois, c'est important. Il est à la croisée de l'histoire romaine, et à la croisée de notre histoire. Pourquoi est-ce qu'on l'a oublié? Parce qu'on ne le connaît pas beaucoup, quand même.
Alors, c'est pour des raisons historiographiques, je pense, hein. Vous savez, dans le monde anglo-saxon, on s'intéresse beaucoup à Scipion. On trouve d'ailleurs des biographies importantes de Scipion l'Africain. En France, on s'y intéresse peu, mais on s'intéresse beaucoup à Hannibal. Alors, je me suis posé la question, évidemment, surtout qu'en plus, il y a des éléments qui sont assez intéressants. Ben, il y avait une biographie de Scipion par Plutarque, qui a disparu. J'étais tombé sur une reproduction d'un manuscrit de la fin du Moyen-Âge, en fait, où on voyait cette représentation. Alors, il était présent à la fin du Moyen-Âge. Oui. À la Renaissance, enfin, songeons à Fontainebleau, on va retrouver beaucoup de représentations de Scipion, au château des Coins également. Mais au XIXe siècle, début du XIXe siècle, il y a une rupture. Eh bien, c'est Napoléon qui a fait ce parallèle avec Hannibal. Vous savez, il franchit les Alpes à la tête de troupes composites. On écrit l'histoire jamais de manière tout à fait neutre. Même quand on en a conscience, il y a toujours une orientation. C'est pourquoi l'historien doit rester le plus neutre possible, hein, à mon sens. C'est pas toujours facile, mais c'est vrai. Je ne crois pas à l'histoire engagée, pour ma part. Et en fait, il faut prendre vraiment cette distance-là. Et pour Hannibal, on a le parallèle idéal, hein. C'est le vaincu, c'est une tragédie, c'est absolument, comment dire, il y a quelque chose d'émouvant en fait dans les défaites d'Hannibal. Le romantique. Voilà, c'est ça, on est tout à fait là-dedans. En plus, ça collait avec l'orientalisme, on est au début du XIXe siècle. Donc Michelet qui nous décrit le héros, alors quand on lit l'histoire romaine de Michelet, c'est passionnant, mais vous verrez qu'il n'écrit pas beaucoup sur Scipion, mais beaucoup sur Hannibal. C'est incroyable ça. Parce que cette fascination pour Napoléon, et le XIXe siècle est resté ainsi. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en Italie, on s'intéresse aussi beaucoup à Hannibal. C'est-à-dire que peut-être que Napoléon a il a fait pas mal de trucs, effectivement. Laurent Gouary, vous êtes formidable. Je rappelle votre livre, Scipion l'Africain, chez Les Belles Lettres. Vous avez prévu un autre livre à venir ? J'y songe, sur la période suivante, oui. Donc, m'intéresser tout. Alors, ce qui m'intéresse, c'est toujours les biographies. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on décrit aussi un univers, une société aussi à travers une biographie, des modes de vie. Donc, oui, ce serait sur le XIIe siècle. Eh ben, écoutez, on vous recevra avec grand plaisir pour la suite parce que on en a besoin. On a besoin de connaître cette antiquité. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine avec grand plaisir. Merci. Merci.